J'aimerais entendre M. Page parler des conspirations. Oui, il y a les plus populaires comme le 11 septembre. J'ai l'impression que depuis la pandémie, les conspirations pullulent. La COVID, récemment, le bateau qui a frappé le pont de Baltimore. J'aimerais entendre parler, M. Page, la différence entre les conspirations versus l'esprit critique à développer face aux multiples informations dans les médias. Où est la limite de la lucidité et du début de conspiration? Je trouve ça très intéressant. Et tu sais, Julie, ça c'est fascinant. Il vient tout juste la semaine dernière. On n'en parle pas malheureusement parce que c'est plus d'actualité. C'est souvent ça un peu le problème dans l'univers de nos médias qui fonctionnent à grande vitesse. Souvent une information, lorsque on fait une affirmation et il y a une investigation qui est menée, l'investigation peut prendre des semaines et des mois et quand on arrive avec le résultat, ben c'est plus d'actualité. Fait qu'on n'en parle plus, c'est plus d'actualité. Ce que ton auditrice écrit, Ouais. la semaine dernière, il y a eu une méta-analyse qui a été publiée sur les théories du complot, menée par un groupe de chercheurs. On a étudié quelque chose comme 170 études qui ont été menées au cours des dernières années sur les théories du complot. Il y avait quelque chose comme 150 000 répondants. Là. On a un gros échantillonnage, là, 150 000 répondants. Et ce que l'on découvre, c'est que, bon, c'est rassurant, là, les théories du complot, elles sont pas nouvelles. Hein, des théories du complot, on est capable d'en trouver jusque dans l'Antiquité. Hein. Néron accusait les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Tu sais. Donc, c'est une théorie du complot. Mais donc, elles ont été omniprésentes dans l'histoire de l'humanité. Et ce que l'étude démontre, c'est que ça représente à peu près 3% de la population. Là, je sais on s'éloigne un peu de notre sujet, mais c'est quand même une information d'actualité, je pense qu'il faut le dire. Donc, les gens qui adhèrent aux théories du complot représentent, au bon an, mal an, à peu près 3% de la population. Donc, ils vont adhérer à une ou plusieurs théories du complot. Or, ce que l'étude montre, c'est que même si on a l'impression que les théories du complot sont plus présentes aujourd'hui, c'est simplement une impression à cause des médias sociaux, à cause que les journaux en parlent davantage, mais les gens qui adhèrent à des théories du complot ne sont pas plus nombreuses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 40 ou 50 ans. Oui, ils se reconnaissent. Tu sais, exemple, il n'y avait pas de groupe privé. Je dis n'importe quoi à cause de la pandémie, quoi. Là, ils peuvent se retrouver, ils peuvent Il y a se beaucoup de rassembler. visibilité. Il y a beaucoup de visibilité. Tu sais, autrefois, par exemple, si on remonte dans les années 70, dès le lendemain de l'alunissage d'Apollo 11 sur la Lune, des gens ont dit, ah, est-ce que se sont vraiment posés sur la Lune? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça aurait pu être tourné dans un studio? À ce moment-là, on avait, là, 1971, 1972, on avait à peu près 2-3% de la population qui doutait de la réalité des atterrissages sur la Lune. Mais ces gens-là, évidemment, n'entendaient pas parler. Ou t'en rencontrais de temps en temps dans un bar derrière une bière qui disait « Je ne sens pas aller sur la Lune, c'est ça. » Mais ces gens-là, il n'y avait pas de visibilité. Aujourd'hui, le nombre de gens qui croient que nous ne sommes pas allés sur la Lune, c'est encore 2-3% des gens. Mais ils sont très présents, on les voit sur les médias sociaux, ils se font des podcasts et les médias s'intéressent à eux, on leur donne la parole et de plus en plus on les voit, on fait des podcasts, oh lui il est intéressant, on le fait venir et on a l'impression qu'ils sont, en fait leur message circule davantage, mais néanmoins les gens, heureusement, restent assez critiques et il n'y a pas plus de 2-3% des gens qui vont adhérer à ça, comme il y a 50 ans ou 60 ans, il y avait des gens qui croyaient que la Terre était plate. Au 19e siècle, on a même vu apparaître la fondation de la Terre plate, une société, la Society for the Terre plate. Et aujourd'hui, on en entend encore parler. Mais il n'y a pas plus de gens aujourd'hui qui croient que la Terre est plate qu'il y en avait au 19e siècle. Mais pourquoi on en entend plus parler? Parce qu'ils sont plus omniprésents dans les médias et les médias sociaux. Donc, mais en même temps, j'aime aussi, moi, l'aspect de l'esprit critique. Tu sais, j'aime autant quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, de s'informer, de fouiller, que quelqu'un qui croit tout, là, ce qu'on lui dit. Et dans le cas des théories du complot, puis là, je sais que ça nous éloigne encore de notre sujet, mais tu sais, moi, j'ai écrit un ouvrage sur les théories du complot et je n'en écrirai pas un deuxième. Puis là, je te fais une confidence, parce que c'est le livre qui m'a attiré le plus de problèmes. Moi, je m'intéressais à ça, les théories du complot. J'essayais de comprendre pourquoi les gens adhéraient aux théories du complot et j'ai enquêté sur ces théories du complot. Je suis allé à Dallas. Je suis allé voir les archives JFK. Je suis allé sur place. J'ai parlé avec des spécialistes en balistique. Je suis allé au bureau du FBI. Puis bon.
Et bon, si j'ai fait la même démarche pour les chemtrails, hein, puis encore une fois, je les remercie, les gens de l'OACI à Montréal ont été d'un support extraordinaire. Donc, j'ai fait ces investigations-là et j'ai publié le résultat de mes investigations. Mais dans l'univers des théoriciens du complot, il y a des gens qui sont particulièrement zélés. Là, il y a vraiment là, des extrémistes des théories du complot. Et si tu ne vas pas dans leur sens, tu peux même pas faire appel au sens critique. Hein. D'ailleurs, c'est un peu la tristesse. Hein. Les psychologues, les spécialistes nous le disent bien. Si vous avez un membre de votre famille qui est embrigadé dans une théorie du complot, là, vraiment très embrigadé, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'il faut, la démarche, c'est d'essayer de l'amener à réfléchir sur certains de ses arguments, mais surtout pas le traiter d'imbécile et surtout pas fermer le dialogue. Mais c'est vrai que ces gens-là sont très difficiles. Hein. Lorsqu'on devient embrigadé dans une théorie du complot, c'est un peu comme être embrigadé dans une secte. Tout discours rationaliste est considéré comme une tentative ou un mécanisme du complot. Moi, je dis que c'est blanc, tu me dis que c'est noir, j'ai même pas envie de réfléchir. Si tu dis pas comme moi, c'est parce que tu es contre moi, c'est donc que tu fais partie du complot. Et là, ça devient très difficile d'amener des gens à faire une réflexion, comme l'avait proposé ton auditrice, de faire une réflexion éclairée en faisant preuve de sens critique. Dans le cas des théories du complot, c'est particulièrement difficile de faire preuve de sens critique. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant. Mais en même temps, je pense que ça vient avec... hey là, on pourrait tellement partir... On va essayer de rester quand même, OK? Mais je vais juste amener le commentaire. Mais avec ce qu'on a vécu, là, la pandémie, etc., mais il y a un bris de confiance. Oui. Puis je pense que plus on a l'impression que les politiciens mentent ou ont un agenda X, plus que les gens cherchent des réponses et ne croient plus. Puis je pense que ça a été ça la grande partie où les gens sont beaucoup questionnés. Là. Mais tu as tout à fait raison. Cette perte de confiance avec la gente politique, hein, les élus, ben, fait que les gens, évidemment, doivent chercher des réponses ailleurs. Et malheureusement, cette perte de confiance, elle va alimenter les théoriciens du complot. Et souvent, c'est triste à dire, mais dans les théories du complot, les gens qui s'expriment en faveur de tel ou tel complot, ce sont souvent des gens qui ne connaissent pas le sujet sur lequel ils s'expriment, mais malheureusement, ils ne veulent plus croire les autorités, imaginant des mécanismes qui font de ces gens-là des théoriciens du complot. On l'a vu, par exemple, dans la pandémie. Puis je ne veux pas débattre de ce sujet-là, mais on avait, par exemple, un groupe marginal qui disait, bon, il n'y a pas de virus, puis ça n'existe pas, puis c'est une affaire inventée. Bon, et d'un autre côté, on avait une très, très importante, sinon la presque grande majorité des spécialistes, les immunologues, les scientifiques qui disaient, non, le COVID-19, il existe réellement et voici la façon dont on doit se protéger. Et ces gens-là parlaient, bon, les vaccins, ce qu'il faut faire, etc. Mais les gens arrive à un moment donné où c'est ce qu'on appelle un peu dans le discours scientifique le syndrome Galilée. On préfère croire le marginal que de croire la masse parce qu'on croit que la masse, elle est à la solde d'une idéologie. Dans le cas de Galilée, c'était l'idéologie religieuse. La Terre peut pas tourner autour du Soleil puisque Dieu nous a créés. Donc Galilée a tort, puis c'est notre idéologie. Mais malheureusement, cette idéologie-là, cette façon de penser, elle peut pas fonctionner aujourd'hui en 2024. En 2024, tu peux pas imaginer que tous les scientifiques du monde entier soient tous d'accord pour dire, OK, on va faire vacciner les gens, puis on est tous d'accord, on va faire partie prenante du complot. Ça n'a pas de sens, ça. Si tu dis, plus il y a de gens impliqués dans un secret, moins ton secret va durer longtemps. Donc, si on avait tous les médecins, les immunologues du monde entier qui seraient impliqués dans le complot, ben, ton complot aurait duré 20 minutes. Tu sais, je veux dire, puis ça serait inventé. Mais donc, ils nous ont tellement amené loin. Tu sais, oui, absolument. Et on a beaucoup les joué. ondes, la dénonciation par les voisins, les restrictions, les couvre-feux, Et là, tu as tout à fait raison, José. Il faut apprendre également à faire des distinctions entre le raisonnement scientifique et les préoccupations d'ordre politique ou religieux. Oui. Et ça, malheureusement, les gens ont tendance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en même temps, dans le cas de la COVID-19, il faut quand même se le dire, il faut ne pas lancer la pierre, là, en ce sens que les gouvernements du monde entier
ont été surpris par cette histoire-là. Hein, je veux dire, la dernière grande pandémie, il fallait remonter au début du 20e siècle avec la grippe espagnole. Donc là, on est arrivé avec cette histoire de COVID qui est arrivée très rapidement. On avait de la difficulté à savoir d'où c'était parti ce truc-là et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les gouvernements ont essayé de réagir en ce qu'on pourrait dire en bon père de famille. Hein. La plupart d'entre eux se sont dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? On a appris sur le tas. Hein? On dit, OK, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que si aujourd'hui, on n'était pas préparé, il faut pas se le cacher, le monde occidental n'était pas préparé. Donc, on a commis des bourdes énormes, on a raconté des bêtises. C'est incroyable ce qui s'est dit là. Mais ultimement, on doit se dire, OK, on a appris sur le tas, on a pris des mauvaises décisions. Si c'était à refaire aujourd'hui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui ne seraient pas prises de la même façon. On tempérerait beaucoup Oui, de ils choses. l'admettront jamais, puis ça Ben non, redonnerait confiance aux gens s'ils je l'admettaient. sais, mais en même temps, c'est là qu'il est on entre dans des préoccupations d'ordre religieux ou politique. Ça, c'est pas des règles scientifiques. Les règles politiques, un scientifique, lui, là, il essaye pas de te vendre un cancer. Tu sais, le scientifique, lui, là, l'oncologue, il essaye pas de te vendre un cancer. Lui, que paye le cancer ou non, il gagnera pas d'argent. Tu sais, il veut pas ça. Mais les politiciens, eux, sont là pour se faire réélire. Oui, Elle est là, la différence. Hein? La préoccupation scientifique, elle est autre. La préoccupation politique, elle, c'est je veux être réélu. Et voilà. c'est pourquoi je vais travailler la vérité pour me donner le beau rôle pour éventuellement être réélu. Et malheureusement, cette façon de contaminer le message, ben, je pense que si on regarde au cours des 50 dernières années, il y avait Nelson Mandela qui l'avait compris, parce que quand Nelson Mandela était élu président de l'Afrique du Sud, il avait bien dit, je ne ferai qu'un mandat, parce qu'après un mandat, tu deviens corrompu. Et ça, il l'avait bien compris. Fait qu'il a fait un mandat, merci, bonsoir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens, on est humain, les gens aiment le pouvoir, ils aiment l'argent, ils aiment ce que la politique et cette reconnaissance leur apporte. Ils vont prendre, ils vont colorer la vérité en fonction de leur prochaine élection. Et, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut essayer de départager. On a le message scientifique, on a le message politique, on a le message religieux. Donc, on peut, qu'on peut décanter ces trois messages-là et à nous de choisir, et c'est là que le sens critique joue tout son rôle, Ouais, c'est à nous de ouais. choisir qu'est-ce qui nous semble être le plus raisonnable. Est-ce que j'ai envie de croire le message politique, le message religieux ou le message scientifique?